Donc, tout d'abord, je me présente, je suis Elodie et je suis chargée de communication chez Solidatech. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Ori, qui est chef de projet de transformation numérique chez Solidatech et qui va donc vous parler aujourd'hui du pilotage de la transformation numérique au sein d'une association, sujet qui collait bien. Bonjour Ori. Bonjour Elodie, bonjour à tous et à toutes. Et donc, avant que je te redonne la parole, Boris, je vais la conserver quelques minutes pour vous rappeler quelques aspects pratiques en ce qui concerne ce webinaire. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de continuer à faire comme vous le faites, à utiliser le chat pour vous dire bonjour et puis pour discuter entre participants et participantes pour échanger entre vous, partager des informations, éventuellement nous remonter des problèmes techniques, partager un peu des retours d'expérience par rapport à ce qui va se dire aujourd'hui. Et pour cela, attention de bien sélectionner tout le monde et non pas juste hôtes et panélistes hein, pour pouvoir discuter entre participants. Et en revanche, par contre, je vais vous demander si vous avez des questions qui sont à destination de Boris, notre animateur du jour, bien de passer par l'onglet QR qui est en bas de votre écran. On répondra aux questions, grosso modo, dans la dernière partie du webinaire pour lequel il y a un temps consacré aux questions-réponses. Donc, dans la mesure du possible, quand vous écrivez vos questions, mettez un peu de contexte pour qu'on puisse raccrocher les wagons. Mais voilà, bien garder en tête que pour les questions liées au sujet du webinaire, c'est dans l'onglet QR. Et puis, autre chose que je vais vous préciser, c'est que ce webinaire est enregistré. Il sera donc disponible en replay d'ici quelques jours sur notre site, dans notre centre de ressources, avec le support de présentation qui sera utilisé aujourd'hui. Et vous en serez informé par mail d'ici 1 ou 2 jours. Et puis, avant de te laisser la parole, Boris, je vais vous partager une courte présentation du programme Solidatech pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, tac, et je vais lancer les quelques slides. Tu me confirmes, tu vois bien le PowerPoint, super. Pardon. Alors, donc Solidatech, qui sommes-nous? C'est un programme de solidarité numérique qui a pour but en fait d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On appartient à une coopérative d'insertion du mouvement Emmaüs qui s'appelle Atelier du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres et dont le cœur de métier, c'est principalement la collecte et le réemploi de matériel informatique. On existe depuis 2008, Solidatech, et pour vous donner une idée de notre action, il y a plus de 40 000 bénéficiaires qui se sont inscrits gratuitement chez nous, avant tout des associations de loi 1901, mais également on trouve d'autres statuts éligibles tels que les fondations RUP ou encore les fonds de dotation, pour vous donner quelques exemples. Deuxième et dernière slide concernant Solidatech, pour vous donner un aperçu concrètement comment est-ce qu'on aide les associations en matière de numérique. Notre premier mode d'action, c'est de vous équiper à moindre coût en matière de numérique, donc aussi bien ce qui concerne les logiciels à tarif réduit. Par exemple, on vous fait bénéficier de licences Zoom ou de la suite Adobe Creative Cloud à tarif à moitié prix, par exemple. Et puis également vous équiper en matériel informatique, que ce soit du reconditionné ou du neuf. Notre deuxième mode d'action, c'est de vous accompagner dans le développement de vos usages du numérique. Alors, ça recoupe beaucoup de choses. Je vous ai mis ici un petit aperçu. Par exemple, on a créé un auto-diagnostic numérique qui vous permet d'évaluer gratuitement et rapidement votre maturité numérique. On est également organisme de formation certifié Calliope, avec beaucoup de formations aux enjeux du numérique, des formations de sensibilisation et quelques formations outils. On fait également des webinaires comme celui-ci chaque mois et on a un centre de ressources sur lequel vous retrouverez les replays de ces webinaires, mais aussi des conseils, des tutoriels, des comparatifs d'outils, des cas d'usage associatifs et encore plein d'autres choses. Et puis, notre troisième mode d'action, on est aussi actif dans la coproduction et la diffusion de savoir sur la transition numérique des associations, avec notamment notre étude sur la place du numérique dans le projet associatif. Et dernière slide pour moi, je profite également en fait de cette introduction pour remercier notre partenaire qui est la Caisse d'épargne,
qui soutient ce webinaire et qui nous aide à le proposer gratuitement. En quelques mots, la Caisse d'épargne, c'est donc un réseau de 15 banques coopératives régionales autonomes. Elles ont été créées il y a plus de 200 ans pour lutter contre la précarité grâce au livret d'épargne. Les caisses d'épargne, elles ont dans leur ADN la culture de l'innovation sociale. En effet, elles sont pionnières, pardon, de l'accompagnement du développement des territoires et des transitions de la société. Donc, que ce soit pour le financement du logement social, des collectivités, des microcrédits pour les particuliers et les professionnels. Et si elle est connue comme la banque des familles, c'est aussi un financeur majeur de l'ESS, avec, pour vous donner une idée, un peu plus d'1 milliard d'euros de crédits chaque année et près de 23 millions qui sont consacrés au mécénat. À savoir également qu'ils ont des chargés d'affaires qui sont dédiés pour accompagner les clients de l'ESS, des experts qui connaissent toutes les spécificités juridiques, fiscales, de gouvernance et les modèles économiques qui sont propres à l'ESS. Et puis, ils savent aussi mobiliser les solutions du groupe BPCE dans tous les domaines, financement de la transition, stratégie immobilière, épargne responsable, paiement et ingénierie sociale, etc. Donc, ils savent connecter leurs clients avec les écosystèmes régionaux qui vont être utiles à leur développement. Et puis, dernier petit point, sachez aussi que dans le cadre de leur politique RSE, les caisses d'épargne sont les premières banques françaises qui ont été labellisées Bicorp, qui est une labellisation qui reconnaît leur impact positif sur la société et l'environnement dans les territoires. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite présentation, introduction à ce webinaire. Je vais redonner la main à Bory, mais avant ça, je vous rappelle, vu qu'il y a des participants et participantes qui nous ont rejoints en cours, que ce webinaire est donc enregistré et que le replay sera mis à disposition d'ici 1 ou 2 jours sur notre site, dans notre centre de ressources, avec le support de présentation que Bory va utiliser aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole, Boris. Merci Elodie pour l'introduction. Alors, je vais partager mon écran si tu pouvais arrêter le tien, s'il te plaît. Ah, pardon, Ouais. je pensais l'avoir arrêté. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux me dire de même si tu vois bien mon écran? Si c'est le C'est bon, cas, tout le monde, parfait. a priori, voit mon support de présentation. Effectivement, donc je m'appelle Bory, donc je suis chef de projet transformation numérique. Le sujet d'aujourd'hui, donc piloter sa transformation numérique, ça me parle, et je suis très ravi de voir aussi nombreux dans ce webinaire. Je vois qu'il y a plus de 80 participants, donc c'est plutôt pas mal. Euh, pour rappel, ce webinaire s'adresse à toute personne au sein d'une association qui souhaite développer des initiatives au sein de son association en prenant appui sur le numérique. Principalement des responsables associatifs, mais ça peut être également des salariés permanents, des bénévoles en charge de réfléchir sur la question du numérique. On parle également de référents numériques. Euh, Ce webinaire s'adresse également à toute personne curieuse souhaitant mieux appréhender ce concept flou qu'est la transformation numérique. Bien évidemment, voilà, si vous êtes curieux d'en savoir plus, c'est également ce webinaire, vous êtes également destiné. On va aborder cette question de la transformation numérique à travers trois principaux temps. Un premier temps qui aura pour objectif de replacer avec un peu de contexte et de vocabulaire pour mieux comprendre comment aujourd'hui on a évolué vers des usages numériques au quotidien dans notre sphère personnelle, professionnelle, en lien avec les nouvelles technologies. Ça m'a paru important de repréciser un peu ce contexte avant d'aborder cette question de la transformation numérique au sein d'une organisation, au sein d'une association. Donc, ça sera effectivement le deuxième temps. Et puis, en troisième partie, l'idée, ça va être d'identifier les points essentiels. J'en ai retenu pour ce webinaire 4 pour mener à bien sa transformation numérique.
Alors, je sais qu'il y a des personnes qui potentiellement vont nous quitter plus tôt, qui vont nous quitter plus tôt. Je vous donne la correction en première slide. Et puis, ceux qui peuvent rester auront un détail un peu plus de chacun de ces points. Le premier point, c'est diagnostiquer, faire un état des lieux. Le deuxième point, c'est financer, voir le numérique comme un investissement. Troisième point, c'est identifier, identifier des rôles en interne pour mener les changements. Et enfin, dernier point, sensibiliser, former pour impliquer tout le monde dans le changement que peut représenter la transformation numérique. Donc, plus d'informations plutôt en dernière partie du webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'aborder cette première partie autour des nouveaux usages, en précisant un peu de contexte sur les nouvelles technologies, nos usages, du vocabulaire aussi essentiel à connaître quand on parle de transformation numérique. Pour appréhender ce concept de transformation numérique pour son organisation, il est nécessaire de faire un petit pas en arrière et de faire un point finalement sur nos usages concernant les nouvelles technologies. Finalement, quel est le rapport qu'on a au numérique dans notre quotidien? Alors, je suis parti d'un exemple concret qui est le mien et peut-être que ça fera écho chez vous. Peut-être pas, mais voilà, il y a toujours des différences selon les personnes. Mais chez moi, par exemple, le numérique, ça a provoqué un changement dans ma manière, par exemple, de me divertir. C'est l'exemple ici avec Spotify qui permet d'écouter de la musique en streaming. Ma manière de communiquer avec mes proches, avec ce réseau social qui est WhatsApp, ça permet de discuter de façon instantanée avec ses contacts depuis un téléphone portable et Internet. Dans ma manière de me déplacer, là j'ai mis l'exemple de Waze, qui est une application pas mal utilisée par les automobilistes, ou encore ma manière d'acheter en ligne ou via du click and collect. Beaucoup d'enseignes aujourd'hui proposent ce type de services qui permettent d'acheter des produits en ligne sur un catalogue et puis d'aller les récupérer en voiture pour voilà, gagner du temps. Euh, J'ai également mis des exemples. Voilà, manière de se soigner, c'est Doctolib. Manière de s'organiser, j'ai mis l'exemple de Framadate, qui est un outil qui permet de faire des sondages et de vérifier les disponibilités d'un groupe sur des dates, des créneaux horaires. On l'utilise pas mal chez Solidatech pour des rendez-vous en visio, par exemple. Et puis, j'ai mis l'exemple d'Ecosia, qui est un moteur de recherche, une alternative à un autre moteur de recherche que vous connaissez certainement déjà. Euh, donc voilà, j'ai mis quelques exemples qui montrent comment aujourd'hui beaucoup de personnes ont fait évoluer enfin, ont développé ces usages autour du numérique. J'ai pris mon exemple, mais je pense que c'est quelque chose qui concerne pas mal de personnes finalement en France et un chiffre pour justifier. 87% aujourd'hui des Français possèdent un smartphone. Smartphone, donc c'est des téléphones portables qui permettent d'accéder à des applications qui sont utilisables grâce à Internet, notamment. Et en 2022, selon le baromètre du numérique, l'utilisation du smartphone est passée devant l'utilisation de l'ordinateur, ce qui montre vraiment qu'il y a eu un véritable usage qui s'est développé à travers cette nouvelle technologie. Je vous ai parlé de mon exemple, mais en fait, on peut aussi se référer à quelques tendances qui se dégagent en fonction de la génération dont on fait partie. Ce sont des tendances, bien évidemment, qui sont à prendre avec des pincettes. Mais ce qu'on constate sur ce tableau, voilà, c'est quelques caractéristiques selon les générations autour de l'attitude qu'on peut avoir envers la technologie. Si je prends mon exemple, je suis né en 93, donc j'ai grandi avec la technologie. Je suis utilisateur avancé de la technologie mobile et je préfère des interactions en ligne. Voilà, donc ça, c'est une grande tendance sur la génération dont je fais partie. C'est à prendre avec des pincettes, mais c'est bien d'avoir quand même ces éléments en tête afin de mieux comprendre les rapports au numérique de vos différents publics, qu'ils soient salariés, adhérents bénévoles, membres du bureau, donateurs, bénéficiaires finaux.
Et c'est à partir de cette analyse que vous allez pouvoir faire de vos publics, nous le verrons après, que vous allez pouvoir repenser la culture interne associée à l'utilisation des outils numériques, associée à cette transformation numérique. Et ça, c'est un point important à avoir en tête quand on parle de transformation numérique. C'est aussi cette capacité finalement à embarquer différents publics qui peuvent avoir des rapports différents par rapport à l'outil, mais de rattacher également ce concept-là autour du projet associatif. Quand on parle de transformation numérique, c'est bien en lien avec un projet et dans votre cas, votre projet associatif. Pour donner encore plus de contexte sur le développement de ces usages, je tenais aussi à préciser que ces usages découlent de certaines évolutions technologiques, de plusieurs évolutions technologiques qui ont eu lieu ces 10-20 dernières années, avec en tête de file les géants du web qu'on connaît sous l'acronyme GAFAM, ces acteurs américains. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais également chinois avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ces acteurs ont développé à partir d'Internet des applications, des services, en fait, en adoptant des stratégies centrées sur les utilisateurs, les clients, dans leur jargon. Et ces acteurs ont investi énormément dans l'expérience client avec l'objectif principal d'attirer des utilisateurs, de les fidéliser et derrière de valoriser un certain nombre de données, soit à des fins publicitaires. Voilà, c'est ce qui a fait, ce qui explique finalement leur succès, c'est qu'ils ont réussi en fait à valoriser cette base de données utilisateurs pour des fins commerciales via différentes stratégies. Initialement autour de la publicité, puis il y a de nouveaux modèles économiques qui sont développés autour de ces bases de données utilisateurs. Finalement, quand on observe les bénéfices réalisés par exemple par Apple en 2023, $3 000 de bénéfices par seconde selon Statista, on voit que cette stratégie de ces GAFAM, au sens littéral du terme, paye. Et aujourd'hui, ce qui est, enfin, la conséquence de leur succès, finalement, c'est là où c'est la façon dont aujourd'hui nos usages se sont développés à partir finalement des produits qu'ils ont conçus, des standards autour de l'expérience client à travers l'expérience qu'on peut avoir sur un site internet, sur une application mobile. Et c'est vraiment de là que découlent nos usages. Alors, parenthèse, ça pourrait être une façon de diaboliser finalement ces acteurs-là, mais je vous explique ça vraiment pour expliquer effectivement d'où viennent actuellement nos usages. Donc, j'ai parlé d'usage autour du numérique et de l'influence des géants du web qu'ont eu justement sur nos usages. Euh, Maintenant, ce que je souhaiterais vous présenter, c'est côté technique, qu'est-ce qui a changé fondamentalement ces 10-20 dernières années? Ce qu'on connaît d'un point de vue technique, c'est une révolution logicielle qu'on appelle le SaaS, qui signifie en anglais donc Software as a Service. En français, c'est logiciel en tant que service. Euh, Vous entendez aussi ce terme nuage ou cloud. Élodie mentionnait tout à l'heure en introduction Adobe Cloud, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce concept de cloud, de software as a service? C'est finalement la possibilité désormais d'accéder à des applications, des logiciels en fait, uniquement grâce à Internet et un support informatique, un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette, par exemple. Et uniquement avec Internet et un appareil, vous allez pouvoir utiliser un logiciel. L'exemple aujourd'hui, vous vous êtes connecté à ce webinaire à travers cette application qui est Zoom. Il vous a suffi d'Internet et d'un ordinateur pour vous connecter à travers votre navigateur ou votre application. Euh, Ce qui change d'un point de vue modèle économique, c'est que vous ne payez plus maintenant la propriété du logiciel,
Vous ne payez plus le CD-ROM associé à un logiciel et puis vous l'installez sur votre ordinateur, mais vous payez l'ensemble des services qui sont associés à ce logiciel, à savoir l'hébergement, la maintenance, le support aussi en cas de bug. Et c'est vraiment ce changement de paradigme dans le monde du logiciel qui est notable et qui a un impact sur la façon dont on va quantifier les coûts associés non plus à une licence qu'on va payer une fois, mais plutôt à un abonnement récurrent qu'on va payer tous les mois par utilisateur ou selon les produits. Ça va dépendre, mais on est sur des abonnements récurrents. Euh, donc effectivement, on a mutualiser, le modèle SaaS a permis de mutualiser finalement tous les coûts autour du développement, de la maintenance ou de l'hébergement des logiciels qui sont répartis à travers l'abonnement payé directement à l'éditeur. Euh, Bien sûr, dans le fonctionnement, et ça c'est un point important à avoir en tête, ces éditeurs-là vont dans leur service vous proposer d'héberger les données. Les données, ça peut être des données, des fichiers informatiques, tous les fichiers que vous avez l'habitude de mettre sur votre ordinateur, vous allez l'utiliser via l'application et ces données seront hébergées sur le cloud si vous faites appel à ce système, ce service-là. Et ça peut effectivement poser des questions en termes d'hébergement, de cybersécurité, d'hébergement des données qui peuvent être sensibles et personnelles si on pense au RGPD, et aussi l'impact écologique des serveurs qui sont utilisés quand on va faire appel à ces solutions. Donc ça, ce sont des réflexions aussi à mener en interne lorsque vous allez utiliser des solutions SaaS. C'est bien d'avoir en tête ces questions-là pour effectivement bien cadrer l'usage qu'on va faire des données, bien limiter les risques en matière de cybersécurité, etc. Pour cette raison, hein, le modèle du cloud, peut-être dernier point, euh, il prédomine aujourd'hui. Et pour ces raisons, sur la cybersécurité, les données, etc., le modèle traditionnel qui est celui des licences sur site, donc la licence que vous payez une fois et que vous installez sur votre ordinateur, n'est pas à jeter aux oubliettes complètement. Une véritable réflexion à mener justement entre le modèle SaaS et le modèle licence sur site, en anglais on-premise. Euh, Si vous avez des problèmes sur les terminologies, vous retrouvez sur le support un glossaire que je vous ai concocté à la fin, que vous pourrez reparcourir à l'issue du webinaire. Quels sont les changements qui ont été induits par ces différentes évolutions technologiques, ces évolutions autour des usages? Trois principalement. La mobilité, et ça on le constate à travers ce webinaire, mais on l'a bien constaté au travers des différents confinements, c'est le fait de ne plus être obligé de travailler depuis son propre bureau avec son ordinateur fixe et son disque dur pour accéder à de l'information, pour communiquer avec ses collaborateurs, etc. Et le fait aussi de pouvoir effectivement travailler à distance finalement, au sens plus large. Et puis, deuxième point, c'est pouvoir échanger en temps réel, de façon instantanée. Et c'est ce que permet aujourd'hui le réseau qui est Internet. C'est où qu'on soit dans le monde, on peut rapidement partager de l'information. Et enfin, troisième changement induit, c'est le fait d'accéder à un réseau mondial. Ce réseau mondial qui connecte énormément d'humains sur Terre. Mais dans ce réseau, il peut y avoir effectivement, il y a des plus petits réseaux dont vous faites partie, votre réseau de bénéficiaires, votre réseau de partenaires, voilà, vous avez votre propre écosystème et grâce justement à ces évolutions-là, vous allez pouvoir plus facilement vous connecter vous intégrer dans cet écosystème. Donc voilà un peu en résumé, voilà les évolutions technologiques, les usages et les grands changements que ça a induit sur notre rapport finalement au temps, à la distance, etc. Ce que je souhaite aborder désormais, c'est finalement quelles sont ces implications, quelles sont les implications de ces différents changements
sur les organisations, sur une association. Euh, Nous verrons ensuite, donc c'est bien évidemment le sujet du webinaire, des pistes derrière pour accompagner ce changement. Mais là, l'idée de cette partie, c'est vraiment de décrypter ensemble ce concept de transformation numérique pour une organisation. Si je reviens à la définition de qu'est-ce que c'est une transformation numérique, moi j'ai retenu cette définition, donc euh, elle désigne la transformation de processus, des métiers, pardon, de la culture de travail et de l'organisation pour mettre les outils numériques au service de votre projet associatif. Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est premièrement que bah, ça touche à toutes les dimensions, que la transformation numérique touche à toutes les dimensions de votre association, les métiers, les processus, etc. C'est un phénomène voilà, qui touche votre structure dans son ensemble. Et le deuxième point, et ça, j'insisterai jamais assez sur le fait que le numérique ne doit pas être une fin en soi, pardon, mais doit servir votre cause, votre projet associatif. Et c'est ce que j'ai indiqué voilà, en surligné vert, mettre les outils numériques au service de votre projet associatif et pas l'inverse. Concrètement, comment on peut se traduire une transformation numérique pour une organisation? Alors j'aime bien présenter cette image animée qui montre comment un bureau classique avec un papier, un téléphone fixe et un album, enfin un agenda papier, comment progressivement dans son quotidien on intègre ces outils sur son ordinateur. Euh, c'est, c'est vraiment pour imager ce concept de transformation numérique. Alors, est-ce qu'on devrait plutôt parler d'évolution ou de révolution? L'évolution, ça implique que le changement est progressif. Révolution, on parle plus de changement brutal. Je pense qu'on utilise aujourd'hui le mot transformation parce que transformation, il y a le mot forme et ça implique le changement de forme de votre organisation pour s'appuyer sur les outils numériques. Donc, je pense que c'est la raison principale pour laquelle on utilise le mot transformation. On entend également parler de transition numérique. Pour moi, c'est assez synonyme, mais il y a un aspect un peu plus sociétal, je dirais, sur la notion de transition numérique. C'est le passage, pour moi, d'une ère sans technologie à une ère où le numérique est quand même assez présent à toutes les échelles dans notre vie professionnelle et personnelle. Donc, ces changements, effectivement, ont complètement révolutionné notre façon de travailler, si on se réfère un peu à cette image animée. Enfin, c'est un témoignage qu'on a recensé à travers une étude. Avant, je travaillais avec un agenda papier. Maintenant, je suis obligé d'avoir un agenda en ligne pour pouvoir le partager avec mes collègues. Donc ça, c'est un exemple concret d'un salarié qui témoigne sur le passage de l'agenda papier à un agenda en ligne. C'est non seulement un changement qui nécessite d'utiliser un outil numérique, mais ce que ça implique aussi, c'est le fait de passer une organisation qui auparavant était plus individuelle, personnelle, vers une organisation collective qui nous incite, nous oblige parfois à s'accorder en collectif sur des outils en commun pour pouvoir travailler ensemble. Donc, on intègre un peu plus cette notion d'organisation autour de l'outil numérique, euh, euh, contrairement à avant, où enfin, il n'y avait pas forcément le rapport au travail était légèrement différent. On avait plus des outils individualisés. Là, on rentre dans une logique, dans des process, des nouveaux processus qu'il faut mettre en place, sensibiliser, etc. Donc, quand on entend, je vais passer rapidement sur cette diapo, mais quand on entend le mot transformation numérique, on entend tout de suite la dimension technologique, celle bah, des équipements informatiques ou des logiciels. On entend aussi beaucoup parler de données, d'informations. Donc, effectivement, le numérique, c'est énormément de données qu'on produit et également des opportunités pour suivre, analyser les données en fonction de ses besoins, pour gérer ses activités, pour mener une campagne de communication digitale, par exemple. Mais la plus importante à retenir, c'est vraiment l'objet de ce webinaire pour moi, c'est la dimension culturelle de la transformation numérique.
euh, c'est le point le plus important et généralement le plus sous-estimé. Il s'agit là de repenser justement ces pratiques managériales, son fonctionnement, sa culture interne, pour y intégrer les changements autour des usages numériques qui, on l'a vu, sont quelque part imposés à nous, mais qui apportent effectivement des opportunités pour travailler à distance, pour abolir ces barrières temporelles ou pour encore travailler de façon plus collaborative, coopérative sur des projets. Donc, c'est vraiment ces trois dimensions qu'il faut retenir et c'est la dimension culturelle qu'il faut retenir sur la transformation numérique. Voilà, je pense que j'ai déjà tout dit précédemment. Je le remets ici, mais quand on parle justement de transformation numérique, on entend aussi ce terme de conduite de changement. C'est effectivement nécessaire d'avoir cette problématique de conduite de changement et de la mettre en lien, encore une fois, avec la stratégie de l'association. Euh, le projet associatif ne doit pas être dissocié, encore une fois, de la transformation numérique, des outils numériques que vous avez utilisés. Euh, Concrètement, une transformation numérique, je vous ai montré ce petit GIF, cette petite image animée. Je vais vous montrer un exemple un peu plus concret de comment peut s'opérer ce processus de transformation. Euh, on distingue trois phases caractéristiques autour d'un projet numérique. Euh, euh, Ces phases sont les suivantes. Avant, toutes les données sont sur papier, les traitements sont faits à la main. Appropriation, dans cette phase, on va numériser progressivement des documents, des process et des données sur des supports numériques. Et puis, cette dernière phase, qui est la phase de transformation, on a intégré pleinement les outils numériques et on a changé aussi notre logique, notre mode de travail, nos modes de travail. Pour illustrer ces phases-là, je suis parti d'un exemple assez concret qui est celui de la gestion des adhésions. C'est un exemple fictif, mais voilà, qui peut être assez représentatif de la façon dont on peut mettre en place un projet de numérisation finalement du processus de gestion des adhésions, qui est vécu, et je trouve ça intéressant de bien analyser sous deux angles, l'angle vécu par un adhérent et puis comment ça peut être vécu par la structure. En tant qu'adhérent, avant, je demande la procédure d'adhésion au secrétariat qui me l'envoie par voie postale. Ensuite, je complète ce formulaire par écrit et je renvoie par courrier avec le chèque pour payer mon adhésion. Et puis, je croise les doigts pour que mon courrier ne soit pas perdu dans la nature. Et quelques semaines après, je reçois une confirmation d'adhésion, mais par voie postale. Pour la structure, changement de logique de travail. On est sur une logique de travail classique. On envoie les formulaires par courrier. On réceptionne les demandes d'adhésion. Ensuite, quelqu'un va traiter les formulaires et les chèques à la main. Et ces chèques vont être comptabilisés, vont être enregistrés par la compta et déposés à la banque. Une fois que l'argent est déposé sur le compte, on va informer la personne en charge de faire le lien avec les adhérents et on va envoyer un courrier de confirmation par courrier. Donc ça, c'est avant dans le processus de gestion des adhésions. Dans la phase d'appropriation, progressivement, on va intégrer quelques outils numériques. On va, par exemple, côté adhérent, pouvoir demander la procédure d'adhésion par email. Donc, le formulaire est sous format digital. On va pouvoir le compléter sur l'ordinateur, l'envoyer par mail. Et puis, éventuellement, le chèque, ça, pas pour le coup, on va plutôt l'envoyer par voie postale, toujours. Et puis, je vais recevoir une confirmation d'adhésion par email quelques jours plus tard. Pour la structure, vous avez compris la logique, hein.
le responsable du bénévolat reçoit les formulaires d'adhésion par email. On va comptabiliser les chèques qui sont reçus par voie postale. Idem, on va faire un dépôt à la banque et puis une fois qu'on a reçu l'argent, on va pouvoir en informer. Mais cette fois-ci, on ne le fait pas par email, par courrier, on le fait par email. Donc, quand même une évolution notable sur cette deuxième phase d'appropriation. Et à quoi on peut s'attendre dans une phase de transformation sur la problématique des gestions des adhésions. Euh, Cette fois-ci, l'adhérent peut recevoir directement par mail via un formulaire sur un site web. Il peut accéder à un lien euh, pour accéder à un formulaire en ligne et adhérer directement à travers ce formulaire. Donc, il va compléter ces informations. Il va, en plus de cela, pouvoir, à l'issue du formulaire, payer directement son adhésion en ligne. Et dans la minute, il va pouvoir recevoir également une confirmation d'adhésion une fois que le paiement a été confirmé. Côté structure, énorme gain de temps également. Cette fois-ci, on va pouvoir vraiment se focaliser sur les retardataires, les indécis pour comprendre leur situation. Donc, on va moins être dans le partage du formulaire, l'accompagnement sur le règlement, etc. Euh, le comptable ne va plus se déplacer à la banque car l'enregistrement se fait automatiquement via le paiement en ligne. Et donc, c'est mis à jour automatiquement. Donc, on revient à cette notion de temps réel. Et puis, effectivement, au global, on perd moins de temps à confirmer chaque adhésion car cela est géré automatiquement. Si on perd moins de temps, c'est on gagne du temps aussi à faire d'autres choses autour du projet associatif. Voilà, donc plein de choses qu'on peut faire derrière en mettant en place ce processus. Alors ça, du coup, c'est dans un monde idéal, bien évidemment. Ça semble très facile quand je l'explique comme ça. Euh, mais pourtant, ce qu'on constate dans nos études et dans notre expérience aussi en lien avec les associations, c'est il peut y avoir effectivement pas mal d'obstacles sur le chemin. Pour vous en lister quelques-uns, une typologie d'obstacles, de difficultés que rencontrent les associations, on en distingue quatre types. Les difficultés d'ordre humain, effectivement, lever les appréhensions de certaines personnes quand on met en place de nouveaux process, trouver des compétences, maintenir des relations humaines. Ça, c'est une vraie problématique qui est remontée par les associations. Puis, on va retrouver des difficultés d'ordre technique, financière. Technique, c'est pouvoir trouver les bons outils, disposer d'une bonne connexion Internet, etc. Financière, c'est le fait de pouvoir financer finalement certains outils, des équipements informatiques comme des logiciels, mais également assurer la formation en continu pour des personnes qui vont utiliser ces outils. Et puis, dernière difficulté d'ordre stratégique, qui est identifiée par 24% des associations, c'est bien mettre en lien le, les outils qu'on va choisir avec le projet associatif. Donc, ne pas perdre de vue son cœur de métier en mettant en place des outils numériques parce que tout le monde le fait. L'idée, c'est encore une fois partir de son projet pour décliner des potentiels besoins en matière de numérique. Donc voilà un peu sur voilà les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer dans ce processus. Ça fait peut-être écho à ce que vous vivez. Peut-être ce qu'on peut faire, on peut prendre un temps là rapidement s'il y a des questions, Élodie, je peux répondre avant d'aborder justement les quatre points essentiels pour mener à bien sa transformation numérique, piloter sa transformation numérique. Donc, avant d'aborder ce point-là, ce dernier point, je propose de répondre à vos questions s'il y en a. Écoute, merci Maurice en tout cas pour cette première partie de présentation. Je pense que tu étais assez clair et qu'il y avait pas mal de détails sur les slides. Pour le moment, on n'a pas de questions. Donc, je te laisse boire un petit verre d'eau pour reprendre ton souffle. Si vous avez des questions, c'est le moment pour y répondre en direct. Mais sinon, de toute façon, on va y répondre d'ici quelques minutes à la fin de la dernière partie. Super. Euh,
Alors pour information, le support sera bien disponible à l'issue du webinaire, hein, et Oui, je si l'ai j'ai, précisé dans le ouais, chat. si j'étais trop rapide sur certains termes, vous pouvez retrouver des définitions. Juste un commentaire de Bernard donc, sur la question de la difficulté technique. Il y a aussi le sujet de local de l'association, effectivement, pas facile à trouver. Euh, Ça rejoint aussi le côté financier, peut-être Oui, débloquer un budget effectivement. pour ce fameux local. Eh ben, je pense que tu peux enchaîner pour qu'on puisse rester dans les clous, dans les temps, et que Super, les prochaines questions puissent être répondues à la fin qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire. super. Donc, on va aborder cette dernière partie, les 4 points essentiels prérequis pour se lancer dans sa transformation numérique. 4 prérequis que j'ai introduits tout à l'heure en introduction. Le premier, c'est diagnostiquer. euh, Diagnostiquer, c'est-à-dire faire un état des lieux euh, de sa structure au global sur le numérique. Alors, quand je dis diagnostiquer, c'est faire un état des lieux à la fois du niveau de maturité numérique de votre organisation. Quels sont les outils qu'on utilise actuellement? Quels sont les équipements qu'on a à disposition? Et quels sont potentiellement, toujours à mettre au regard de ces besoins au niveau du projet associatif, bien évidemment, quels seront potentiellement mes besoins euh, en matière d'outils, d'équipements, etc. Donc, à évaluer le niveau de maturité numérique de l'organisation. Le deuxième point, c'est faire un état des lieux également de l'usage du numérique par l'ensemble des individus qui composent votre association, qu'ils soient salariés, bénévoles, adhérents, même donateurs. Enfin, voilà, on peut être assez large les publics qui environnent votre structure. Euh, mais effectivement, mieux évaluer leur rapport au numérique, c'est assez important lorsqu'on va mettre en place de nouveaux projets. Et puis enfin, faire un diagnostic des équipements et des solutions numériques à disposition. À l'issue de ce travail-là, l'idée, c'est vraiment de valider justement l'adéquation entre les outils numériques, le projet et le degré de formalisation des pratiques, ce qu'il en est actuellement et ce qu'on souhaiterait atteindre dans les 6 prochains mois ou d'ici un an, là où on voudrait atterrir finalement. Si on reprend la trame précédemment, donc avant appropriation et transformation, quelles seraient finalement les différentes euh, évolutions que vous souhaiteriez mettre en place au sein de votre organisation sur certains processus. Euh, pour le diagnostic numérique de votre structure, pour finalement ce premier point-là qui est le niveau de maturité numérique de votre association. Elodie vous en a rapidement parlé en introduction. On a développé effectivement chez Solidatech un outil d'autodiagnostic qui est gratuit pour tous et qui permet à travers un questionnaire de 60 questions d'évaluer son niveau de maturité sur différentes thématiques. Par exemple, l'animation du réseau, la visibilité, le travail collaboratif, la sécurité informatique également. Et à partir des chantiers numériques, des outils numériques que vous souhaiteriez potentiellement planifier, vous allez pouvoir avoir sur une page de résultats une cartographie qui est présentée ici sur cette deuxième image animée qui vous indique euh, là où vous en êtes finalement sur ces différentes thématiques. Et puis, ça, c'est pas visible hein, sur cette image-là, mais vous allez pouvoir aussi accéder en fonction de ce qui est à planifier. Vous allez pouvoir accéder à des ressources utiles pour vous documenter sur la question, vous auto-former, etc. Et toujours de façon gratuite. Donc, à travers notamment des articles de notre centre de ressources euh, que vous a également présenté Elodie tout à l'heure. Une fois que vous avez diagnostiqué euh, le niveau de maturité numérique à l'échelle de votre structure, vos équipements, vos logiciels et aussi vos publics, évidemment, vous avez un certain nombre de besoins à vous remonter. Maintenant, comment faire pour mettre en place des choses? Euh,
comment parler de transformation numérique sans financement, finalement? Ça, c'est une grande question. Et le deuxième point, effectivement, que je souhaitais vous présenter, c'est voir vraiment le numérique comme un investissement, comme n'importe quel autre investissement. C'est dédier effectivement un budget sur l'équipement informatique qui représente pour beaucoup de structures un poste de dépense euh, non négligeable, souvent le plus important. Mais c'est également anticiper les coûts autour des logiciels qui, pour beaucoup, peuvent être gratuits, mais pour beaucoup également, il y a des logiciels qui vont être payants. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, bien avoir en tête que aujourd'hui, le modèle de licence sur site se perd au profit du modèle cloud ou software as a service, où vous allez devoir intégrer de façon récurrente des coûts mensuellement, annuellement. Ce sont finalement les coûts liés aux abonnements que j'évoquais tout à l'heure autour de la maintenance, qui permettent de couvrir la maintenance du logiciel, le support, etc. Et pas juste la solution en soi. Et une fois que vous avez identifié vos besoins, l'idée, c'est aussi de pouvoir identifier quels vont être les impacts positifs comme négatifs. C'est aussi bien d'évaluer les risques que peuvent avoir l'outil numérique au sein de votre structure. Mais là, pour justifier d'un investissement, bien identifier les impacts positifs que ça peut avoir auprès de vos partenaires financeurs, des membres du CA qui peuvent avoir un mot à dire justement sur ces investissements, la direction, etc. Donc avec un petit retour d'expérience ici de notre ancienne collègue donc, qui mentionne, donc aujourd'hui, on ne se pose plus la question d'investir dans un logiciel de comptabilité parce que c'est indispensable, que ça facilite la vie. De même, certaines solutions numériques deviennent incontournables aujourd'hui, que ce soit le partage de documents en ligne, la visioconférence. Et pourtant, on n'intègre pas systématiquement ces coûts dans le budget. Euh, Effectivement, c'est pas le cas. Et puis aussi, on a tendance aussi à chercher la gratuité à tout prix, euh, alors que potentiellement des besoins peuvent être plus pertinents sur des logiciels payants. Donc, encore une fois, là, c'est bien partir des besoins pour identifier les outils pertinents. Et à partir de là, si on dit que tel ou tel outil sont pertinents, évaluer le coût et évaluer les solutions qui existent sur le marché. Solidatech, on est là pour aussi vous accompagner dans ces choix-là à travers notre catalogue de solutions. On a également une ressource donc sur notre centre de ressources sur solidatech.fr. On a créé un dossier qui s'intitule Comment financer le projet numérique de mon association. Donc, je vous recommande vivement de consulter cet article, hein. Ça peut vous donner quelques pistes, en tout cas, de financement à aller chercher, creuser, que ce soit pour du matériel informatique comme du mécénat de compétences, par exemple, pour mettre en place des projets. Donc voilà sur l'aspect financier. Et voilà, c'est une problématique, je pense, qui est assez forte hein, dans ce secteur. Donc c'est important de l'aborder. Troisième point, et je vois que l'heure tourne, hein, il me reste à peu près 2-3 minutes pour conclure, mais ce troisième point, il me semble assez important, crucial quand on veut mener sa transformation numérique, piloter sa transformation numérique, c'est de pouvoir identifier en interne des rôles pour mener le changement. Un rôle typique qui peut exister dans des structures, dans des associations, c'est le rôle de référent numérique. Ces référents numériques qui ne sont pas, malheureusement, pour des problématiques financières, il n'y a pas forcément toujours du temps à dégager, du temps humain à dégager sur la question du numérique, mais elle est pourtant essentielle. Finalement, comment accompagner des changements sur la durée sans personne en interne euh, pour jouer le rôle de chef d'orchestre finalement sur la question du numérique. Euh, je vous présente sur cette diapositive euh, quelles peuvent être les missions de ce référent, cette référente, ses compétences et enfin des facteurs de réussite. Alors, je vais passer très rapidement sur les missions, mais principalement, ça va être pouvoir animer finalement des espaces de discussion en interne pour recueillir des besoins au sein de votre structure, des besoins selon les métiers,
selon les personnes au sein de sa structure. Sa mission va être de choisir les outils et d'impliquer l'ensemble des parties prenantes sur le choix des outils, qu'ils soient utilisateurs, décideurs ou techniciens. Donc, le référent numérique, c'est vraiment une fonction, on va dire, transverse. Idéalement, si on parle de changement de la durée, c'est la personne également qui va être en charge de co-construire un plan d'action. Co-construire, je préfère ce terme parce que c'est vraiment mettre en lien avec les différentes personnes en interne, co-construire un plan d'action et en fonction aussi mettre à disposition des formations selon les besoins en interne. Au niveau des compétences, c'est pas un profil figé, c'est pas forcément quelqu'un de technique, mais au moins une personne qui a une appétence sur le sujet, qui a de la patience aussi, de la enfin, il faut savoir faire preuve de pédagogie et avoir une bonne vision de la stratégie de l'association, ses enjeux, ses métiers, ses ressources disponibles. Et puis, je vous ai mis aussi dans cette profil type quelques facteurs de réussite. Idéalement, c'est quelqu'un qui est présent sur la durée et qui a du temps vraiment dédié sur cette mission de référent numérique. Idéalement, à temps plein, mais effectivement, on retrouve aussi ces profils à mi-temps, parfois un peu moins. Mais notre recommandation, c'est à minima à mi-temps. Il peut y avoir des exemples, alors j'en ai pas en tête, mais il peut être aussi mutualisé à différentes structures. C'est aussi possible. Euh, le référent numérique, c'est quelqu'un qui se documente bien via des centres de ressources sur le numérique, comme celui de Solidatech. Il est bien légitimé au sein de son organisation, il est bien identifié par ses membres. Et voilà, il est bien en lien avec les instances de direction. Et dernier point, et je pense que c'est assez important, il met en place et suit des indicateurs simples pour évaluer la réussite des projets euh, aux différentes phases du projet, dans la phase d'avant, dans la phase d'appropriation et dans la phase de transformation. Un exemple sur l'outil de gestion des adhésions, est-ce que cet outil il est bien utilisé par les membres de mon association? Quel est le taux d'utilisation? Ça peut être un indicateur simple à évaluer pour voir s'il y a vraiment une utilisation autour de l'outil numérique. Donc, ce troisième point, il est assez important et je sais que c'est pas le plus évident, encore une fois, pour des questions de budget et, euh, et aussi de compétences. D'avoir cette compétence, c'est vraiment clé et c'est pas évident. Mais je vous recommande vivement de creuser, d'approfondir vraiment cette question du référent numérique pour accompagner vraiment votre transformation numérique dans la durée. Dernier point, et après je vais conclure. Je suis vraiment en retard, je suis désolé. Ça fait moins de temps pour les questions-réponses, mais c'est pas grave. Le dernier point, c'est la question de la sensibilisation et de la formation des utilisateurs euh, en interne. Une fois qu'on a mis en place des outils numériques, souvent on néglige cette partie-là de formation. Il y a un risque voilà, d'exclusion de certaines personnes qui sont moins à l'aise euh, qui, qui voient les outils, qui perçoivent les outils numériques comme imposés. Et derrière, du coup, ça se traduit par une mauvaise utilisation, voire des usages contournés, faute de formation. Donc, cette question de la sensibilisation de la formation, elle est aussi primordiale, soit par de la formation en interne. On a mis un petit exemple de comment ça peut être mis en place au sein d'une association, avec des sessions de formation en binôme, entre pairs, des ateliers en fait qui sont organisés en interne par le référent numérique, par exemple. Il y a également la possibilité de s'appuyer voilà, sur des acteurs extérieurs. Nous, Solidatech, on est pôle de formation, donc n'hésitez pas à consulter aussi notre catalogue de formation pour voir s'il n'y a pas des possibilités voilà, de vous former vous sensibiliser sur des thématiques telles que le travail collaboratif. Euh, je vous ai mis également d'autres acteurs comme Emmaüs Connect, dont la mission principale est la lutte contre l'exclusion numérique de tout type de public, qui ont également un pôle de formation. Également, les acteurs référencés PANA, point d'appui au numérique associatif. Donc, c'est une cartographie d'acteurs qui ont cette compétence potentiellement de vous former vos utilisateurs, vos publics au numérique basique comme au numérique professionnel.
Et puis, en dernier volet ici, ce que je vous ai mis comme lien, c'est des outils pour se former au numérique, donc des plateformes en e-learning, on va dire, en, en apprentissage à distance. Donc, la plateforme Les Bons Clics, développée par Whittaker, qui permet de se former au numérique basique. La plateforme Pix, qui est le service public en ligne pour se certifier sur certaines compétences numériques. Et puis, voilà, j'ai remis le centre de ressources Solidatech. On a pas mal d'articles voilà, pour sensibiliser sur différentes thématiques, que ce soit la cybersécurité, la communication digitale euh, et bien d'autres. Ce qu'il faut retenir sur ce webinaire sont ces 3 points. Là, le premier point, c'est la transformation numérique. Il y a différents aspects. Bien évidemment, cette dimension technologique, cette dimension d'information qui est vraiment liée finalement à, à la technique et les nouvelles technologies, comment elles sont finalement imposées à nous dans notre quotidien et puis dans notre sphère professionnelle et qui va aussi avec cette dimension culturelle. Et c'est ce point-là qu'il faut vraiment inventer au sein de votre structure, repenser votre mode de travail, différents modes de travail et votre organisation pour mieux utiliser l'outil numérique au service de votre projet associatif. Le deuxième point, c'est que du coup, comme elle implique une dimension très culturelle, comme elle implique une conduite de changement, la transformation numérique implique une méthodologie particulière à adopter. Je vous ai donné quelques clés. Le diagnostic numérique, intégrer le numérique dans le budget, d'identifier des référents numériques en interne pour accompagner les changements dans la durée, la sensibilisation et la formation des utilisateurs pour ne laisser personne de côté, vraiment inclure tout le monde dans le processus et faire en sorte que chacune soit intégrée dans ce processus qui a un impact sur encore une fois, sur les nouveaux modes de travail, sur la collaboration en interne, etc. Et le troisième point, voilà, je l'ai déjà dit, euh, embarquer l'ensemble des parties prenantes, alors tous les publics bien évidemment, mais évidemment le comité, le CA, la direction, et puis l'ensemble des salariés pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Voilà. Voilà Je pense que ça va être ma le mot de la présentation, fin si ouais. on veut répondre à quelques Ouais, questions en direct. ça marche. Et peut-être qu'on pourra dépasser s'il y a beaucoup de questions pour ceux qui ne sont pas pressés après. Et je vais en profiter pour juste répondre à, à quelques personnes que oui, le webinaire est enregistré, il y aura le replay et il y aura bien le diaporama là, que vous voyez, le support de présentation qui sera disponible dans notre site, hein, je vous le rappelle. Pour ceux qui ont besoin de partir un petit peu plus tôt ou pour ceux qui avaient un petit peu peur pour la prise de notes. Est-ce que tu es prêt pour prendre quelques questions? Avec plaisir. Les annexes, c'est essentiellement comment dire, les, voilà, les études sur lesquelles sont basés certains chiffres. Vous aurez tout ça à disposition. Euh, on peut prendre une première question qui est en fait liée à ce référent numérique auquel tu parlais là dans les dernières minutes. Il y avait une première question notamment sur est-ce que cette personne, elle est c'est forcément une personne interne à l'association ou est-ce que ça peut aussi également être une personne externe? Voilà, est-ce que voilà, faut vraiment que ça soit quelqu'un qui fait partie de l'asso? Est-ce que on peut se Ouais. tourner vers peut-être, tu l'as un petit peu évoqué avec des pistes d'organismes comme PANA par exemple, les centres Ouais, après d'accompagnement. la question des référents numériques, effectivement, idéalement, c'est une personne en interne. Pourquoi? Parce que il faudrait idéalement une personne qui a une bonne connaissance finalement de l'ensemble, de tout ce qui compose l'association, à savoir ses publics, parce qu'on voit que le référent
dans ses compétences, à cette capacité de faire le lien entre différents publics, de fédérer finalement autour des outils numériques. C'est aussi quelqu'un qui va accompagner les changements dans la durée. Donc, euh, pour moi, du coup, si la personne, si on fait appel à des acteurs externes, est-ce que cet acteur externe, il peut être présent sur une certaine durée et est-ce qu'il peut aussi vous autonomiser sur les outils. Donc, je ne serais pas tranché sur la question du référent numérique interne, absolument, et exclure tout à fait, L'idéal, ouais, et peut-être exclure idéal. l'externe. Mais c'est vraiment recommandé d'avoir quelqu'un en interne qui a une bonne connaissance des enjeux au niveau stratégique, une bonne connaissance du niveau de compétence de chacun, et puis c'est important qu'il soit bien identifié en interne, enfin identifié par tous les utilisateurs potentiels au sein de votre association. Il y avait une autre question d'ailleurs qui rejoint un peu ce que tu dis. C'est sur on va dire, le niveau de compétences. On a bien compris un peu les compétences transversales, on va dire. Mais est-ce que c'est une personne qui forcément doit avoir des compétences très techniques au niveau de l'outil numérique? Mm. Est-ce que voilà, on parle d'experts du numérique ou finalement c'est plutôt cette capacité à être chef d'orchestre, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. qui est à privilégier finalement. Ouais, pour moi, ouais, c'est les deux en fait. Enfin, il faut pas que cette personne soit technique au sens où elle sait développer des solutions logicielles de rien. On l'a vu tout à l'heure en introduction qu'avec la révolution des outils, des logiciels en SaaS, software de service, il était enfin, il est aujourd'hui assez facile, enfin, de mon point de vue. Après, ça dépend effectivement du niveau de compétence, mais il est de plus en plus facile, en tout cas, de mettre en place un outil numérique, de le paramétrer par rapport à 15-20 ans. Donc, il faut quand même avoir une certaine appétence, être à l'aise sur des outils collaboratifs comme un Drive, par exemple. Le fait de enfin, savoir un fichier, comment on peut partager un fichier à ses collaborateurs, comment accéder à l'historique, etc. Donc, il faut quand même avoir un minimum de compétences. Et là-dessus, par exemple, la plateforme Pix permet de s'auto-former sur des outils collaboratifs, notamment. Mais effectivement, cette dimension de chef d'orchestre sur la mise en place d'outils numériques, le rôle un peu transverse que peut avoir, c'est aussi important que cette appétence sur le numérique. Euh, le référent numérique n'est pas la personne qu'on va retrouver cachée dans la petite salle au fond du bâtiment et qu'on va jamais voir. C'est au contraire une personne qui va être vraiment en lien avec les différents membres de l'association qui va le faire assez naturellement finalement. Très bien. On va prendre une autre question. En fait, on a pas mal de questions, notamment sur des conseils, peut-être que tu aurais d'outils pour aider certaines associations. Euh, et alors, je la retrouve plus parce que c'était pas dans le QR. Oui, par exemple, dans notre association, nous perdons beaucoup de temps à recopier nos plannings dans un Excel. C'est une grosse galère. Comment faire pour gagner du temps? Est-ce que tu as un peu des idées, des suggestions d'outils qui te viennent pour vraiment le côté planning, peut-être voilà, un peu outil collaboratif, je pense aussi, c'est un peu l'idée. Je pense que l'idée effectivement de la question, Beaucoup alors facile de collaboratif avec l'Excel. ouais. Alors du coup, je pense pas que ma posture au travers de ce webinaire, c'est de vous recommander des outils spécifiques. Il y en a tellement sur le marché il faudrait que je connaisse exactement votre niveau de compétence sur les logiciels, et notamment des logiciels dits collaboratifs. Et c'est vraiment par contre, c'est vraiment sur ce concept-là que j'irai un peu approfondir sur la pertinence des outils collaboratifs pour justement ne pas avoir à recopier, perdre du temps à recopier des informations sur un outil, mais d'avoir par exemple un outil, un tableau qui pourrait être complété par plusieurs personnes, soit de façon simultanée ou soit de façon asynchrone, mais de pouvoir y accéder assez facilement à travers son ordinateur
et une connexion Internet. C'est plutôt cette notion d'outil collaboratif que j'irai explorer. Et là-dessus, bah, voilà, on a aussi de la ressource, hein, pour vous sensibiliser un peu à cette question de travail collaboratif dans notre centre de ressources. Et notamment, également, peut-être, vous pouvez commencer par faire le diagnostic numérique de votre asso. Il y a un pilier collaboratif, notamment, qui pourrait vous apporter des réponses un peu plus spécifiques à votre environnement associatif. Ouais, ouais, très bonne réponse. J'avais pas pensé effectivement à ça, mais effectivement, l'outil de diagnostic, on a un volet travailler collaborativement et justement sur la question de ces outils Excel, etc. En fonction de ce que vous répondez au questionnaire, vous allez pouvoir aussi accéder à des ressources intéressantes pour vous former sur la Je thématique. vous mets d'ailleurs le lien dans le chat vers l'outil d'autodiagnostic pour ceux qui veulent ouvrir l'onglet et aller voir à la suite du webinaire. Une autre question qui va être plutôt sur... j'essaye de la retrouver. Si vous avez des nouvelles questions, on déborde un petit peu, hein, j'en suis consciente. On va en prendre une ou deux et puis après, on va devoir vous quitter. Mais merci de les poser plutôt dans l'onglet Q&R, puisque sinon, j'ai un peu du mal à les retrouver. C'est pas fait pour ça le chat. J'avais noté une question sur comment mesurer les impacts positifs de la transformation sur nos activités et ainsi construire un argumentaire peut-être auprès des financeurs. Est-ce que tu as un peu Hmm. des pistes sur ce côté de voilà, mesurer les impacts de cette transformation numérique? Euh, alors, je vais pas parler d'indicateurs précis, enfin, dans la, dans l'impact global, pour moi, enfin, c'est plus par typologie d'impact, moi, je penserais naturellement à l'impact que ça peut avoir pour vos collaborateurs, au sens des personnes qui travaillent pour votre association. Est-ce que c'est un impact positif en matière de gain de temps, enfin, de qualité de vie au travail? Est-ce que ça facilite les échanges? Ou au contraire, est-ce que l'outil numérique, ça nous isole sur notre poste de travail? Enfin, voilà, c'est déjà une question une réflexion à avoir en interne. Donc, effectivement, la notion d'impact, gain de temps, c'est assez essentiel. Après, la façon dont j'introduisais la question d'impact à valoriser auprès des financeurs, c'est aussi bien valider que ces logiciels, ces équipements-là seront bien utilisés par votre structure, qu'il y a bien une méthodologie derrière. Euh, et s'assurer que, par exemple, sur un outil comme euh, je sais pas moi, un outil de gestion d'adhésion, on va pouvoir effectivement gagner du temps. On va pouvoir également faciliter le parcours d'adhésion du futur adhérent, en avoir plus peut-être. Donc voilà, ça va être au cas par cas en fait, je dirais. Bah, merci déjà pour Ouais, ces quelques pistes. ouais. Je pense qu'on a déjà bien débordé et vous allez, comme je vous le reprécise, vous aurez le support de présentation qui va être à dispo, ainsi que le replay avec voilà, les quelques questions qu'on a pu traiter à l'oral. Avant de vous quitter, je vous précise, même s'il n'est pas encore à notre agenda, mais il va y être d'ici quelques jours, la thématique de notre prochain webinaire qui sera sur l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà, on va faire un petit tour des opportunités et des risques pour voilà, le secteur associatif. Hein, comment intégrer l'IA ou non d'ailleurs dans son projet associatif. Et ce sera avec nos collègues du programme Cyber for Good. Voilà, ce sera le 22 février. Vous aurez la possibilité de vous y inscrire dès la semaine prochaine. Et sur ce, je vous remercie en tout cas pour votre présence jusqu'au bout pour ce webinaire. Merci Boris pour ta présentation claire qui a plu à pas mal de gens. J'ai déjà pu apercevoir des commentaires dans le chat. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.